Maman m'a traité de ratée et m'a mise à la porte. Puis elle a donné la maison familiale à ma sœur. 3 ans plus tard, ma sœur est passée en voiture devant ma nouvelle propriété et elle est restée pétrifiée. Elle a appelé maman en hurlant, « Maman! Cette villa vaut. » Attends, c'est la sienne? Celle de ma sœur? Ce que maman a fait ensuite, je ne l'aurais jamais imaginé. Bonjour à tous, et merci de me rejoindre. Je m'appelle Adèle. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Votre présence compte beaucoup pour moi. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner, car ce qui va suivre, c'est mon histoire, et elle est à peine croyable. Tout a commencé il y a 3 ans. J'avais 29 ans. Nous vivions à Saint-Germain-en-Laye, une de ces banlieues chics près de Paris où l'apparence est tout ce qui compte. Notre maison, une belle demeure ancienne avec un jardin impeccable, était le symbole de la réussite de ma mère. Ma mère, Florence, vit pour le statut social. Elle mesure la valeur des gens à la marque de leur voiture et au prestige de leur carrière. Et ma sœur aînée, Mathilde, était sa création parfaite. À 33 ans, Mathilde était l'enfant en or. Elle travaillait comme experte en art pour une grande maison de vente aux enchères parisienne. Un métier élégant, prestigieux. Un métier dont ma mère pouvait se vanter lors de ses dîners. Et puis, il y avait moi. Adèle. La déception. Je n'étais pas dans la finance, ni dans le droit. J'étais ingénieur, obsédé par une idée folle, créer une technologie pour surveiller et purifier la qualité de l'air dans les bâtiments. Un truc de geek, incompréhensible, selon ma mère, absolument pas rentable. Ce soir-là, l'ambiance était électrique. C'était le dîner pour célébrer les fiançailles de Mathilde. La maison brillait. Le champagne coulait à flots. J'avais passé des semaines à fabriquer un cadeau pour ma mère. Pas un bijou cher. Quelque chose qui venait de moi. C'était un petit appareil, un prototype de mon capteur de qualité de l'air, au design épuré. Je le lui ai tendu, le cœur battant. C'est pour toi, maman. Il mesure les particules finées. Elle l'a pris du bout des doigts. Son sourire était glacial. Oh! C'est charmant, Adèle. Pose-le là, sur le buffet. Elle ne l'a même pas regardé. Mon cadeau, mon travail, mon cœur, légué sur le buffet, à côté des petits fours à moitié mangés. Je me suis sentie invisible. Le dîner a continué. Les rires, les toasts. Et puis, ma mère s'est levée, une coupe à la main. Mes chers amis, sa voix portait dans toute la salle. En l'honneur de Mathilde et de son futur mariage, j'ai une annonce spéciale. Elle a fait une pause, savourant la tension. Mathilde, ma chérie, parce que tu as toujours su me rendre fière, parce que tu es un succès, j'ai décidé de te faire don de cette maison. Un silence. Puis des applaudissements polis. La maison familiale, a-t-elle précisé, estimée à 1 million d'euros. Elle est à toi. Mathilde a pleuré de joie. Son fiancé l'a embrassée. Et puis, les yeux de ma mère se sont tournés vers moi. Devant tout le monde. Au moins, dit-elle, son ton tranchant comme une lame, une de mes filles sait comment me rendre fière. Elle ne gâche pas sa vie avec des projets que personne ne comprend. Le coup a été si violent que je n'ai pas pu respirer. Ce n'était pas seulement une annonce. C'était une exécution publique. Elle ne m'avait pas seulement oublié. Elle m'avait activement humilié. Je me suis levée. Le silence s'est fait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. Je me sentais vide. Froide. J'ai regardé mon petit capteur sur le buffet. Un symbole de mon échec à ses yeux. J'ai pris mes clés. Adèle, où vas-tu? Ne gâche pas la fête de ta sœur, a lancé ma mère. Je me suis retournée. Je crois que j'ai compris le message. Je suis sortie. J'ai entendu la porte en chêne massif se fermer derrière moi avec un son lourd et définitif. Ils applaudissaient encore quand je suis partie. Je ne me suis pas retournée. Mais je ne savais pas que la nuit où j'ai perdu ma famille, était la nuit où j'ai commencé à me trouver. Je tremblais en montant dans ma vieille Renault Clio.
Les rues chics de Saint-Germain-en-Laye me semblaient soudain étrangères, hostiles. Chaque fenêtre éclairée était un reproche. J'ai conduit sans but pendant quelques minutes, le discours de ma mère tournant en boucle dans ma tête. Une ratée. Gâcher sa vie. Où aller? Je n'avais pas d'amis proches dans le coin. Ma vie, c'était mon travail, mon laboratoire. Puis j'ai pensé à ma tante. Tante Sylvie. La sœur cadette de ma mère. Elle habitait Versailles. C'était à peine à 20 minutes de route. Elle m'avait toujours semblé un peu plus douce que ma mère. Peut-être qu'elle comprendrait. Peut-être qu'elle me laisserait juste dormir sur son canapé. Une nuit. Juste le temps de respirer. J'ai conduit jusqu'à Versailles. Sa maison était belle, dans un quartier calme. J'ai sonné. J'ai dû attendre plusieurs minutes. La porte s'est ouverte. Tante Sylvie était en robe de chambre en soie. Elle m'a regardé de haut en bas. Adèle? Qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Tante Sylvie, il y a eu une dispute avec maman. Ma voix s'est brisée. Elle m'a mise à la porte. Je n'ai nulle part où aller. Est-ce que je peux juste rester ici cette nuit? Son visage, d'abord surpris, s'est durci. Il est devenu le masque exact de celui de ma mère. Ta sœur vient d'appeler, dit-elle froidement. Elle m'a tout raconté. Comment tu as fait une scène? Comment tu as encore tout gâché? Ce n'est pas vrai? Je n'ai rien fait, elle a donné la maison à Mathilde. Et alors, m'a-t-elle coupé? Mathilde le mérite. Elle a réussi. Toi. Regarde-toi. Florence a eu raison. Tu as toujours été un fardeau. Une rêveuse. N'amène pas tes problèmes ici. Elle a commencé à fermer la porte. S'il te plaît, j'ai supplié, la main sur le bois. Juste pour cette nuit. Il fait froid. Débrouille-toi, a-t-elle dit. C'est comme ça qu'on apprend. Et la porte s'est fermée. Un deuxième claquement. Plus brutal. Plus définitif. Je suis resté sur le paillasson pendant une minute entière, incapable de bouger. L'humiliation était totale. J'ai rejoint ma voiture. J'ai conduit jusqu'à une aire de repos anonyme sur l'autoroute. Je me suis garé. J'ai coupé le moteur. Et là, dans le silence de ma vieille voiture, je me suis effondré. Pour la première fois, j'ai douté. Vraiment douté. Et s'ils avaient raison? Et si ma passion pour la technologie était vraiment un rêve inutile? Si j'étais vraiment une ratée? La voix de ma mère résonnait, victorieuse. J'avais 29 ans, pas de maison, pas d'argent, et maintenant, plus de famille. Je me suis recroquevillé sur le siège passager, le froid de la nuit s'infiltrant par les fenêtres. Je me suis souvenu de mon père. Hervé. Il était mort quand j'avais 20 ans. C'était lui qui m'avait offert mon premier kit de programmation. Il me disait toujours, Adèle, ne laisse personne te dire que tes idées sont trop grandes. Le monde a besoin de gens qui voient différemment. Où était-il maintenant? La tristesse s'est transformée. Lentement. En quelque chose d'autre. Quelque chose de dur. De froid. Une colère. Une colère froide et silencieuse. Il ne voulait pas de moi? Très bien. Il ne m'aurait plus. J'ai pris mon téléphone. La batterie était à 15%. J'ai ouvert mes contacts. Maman. J'ai regardé le nom. J'ai appuyé sur « Bloquer ce contact ». Mathilde. Bloqué. Tante Sylvie. Bloqué. C'était un acte digital, mais il semblait incroyablement physique. C'était comme couper une corde. Je me suis endormi d'un sommeil lourd, la tête contre la vitre. Je me suis réveillé le lendemain matin, le cou endolori, seul dans ma voiture sur une aire d'autoroute. Je n'avais nulle part où aller. Que auriez-vous fait à ma place? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. Comment trouve-t-on la force de continuer quand absolument tout le monde vous a abandonné? À l'aube, je n'étais plus seulement une fille sans abri. J'étais un soldat qui n'avait plus rien à perdre. Paris. C'était la seule solution.
Si je voulais que mon projet fonctionne, je devais être à Paris. J'ai vidé mon compte épargne. Il me restait à peine 2000 euros. J'ai cherché l'endroit le moins cher possible. Je l'ai trouvé dans le 13e arrondissement. Ce n'était pas un appartement. C'était une chambre de bonne. Au 7e étage sans ascenseur d'un vieil immeuble haussmannien. 9 mètres carrés. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli faire demi-tour. Il y avait un petit lit, une table minuscule, un évier dans un coin et une plaque électrique. C'est tout. 9 mètres carrés. La fenêtre donnait sur un mur de briques. Les toilettes? Sur le palier, mademoiselle. À partager, m'avait dit le propriétaire d'un air ennuyé. C'était ça, ou la rue. J'ai payé le loyer. 500 € par mois. Une fortune pour ce trou à rats, mais c'était Paris. Ma nouvelle vie a commencé. Je me suis inscrite à un stage non rémunéré dans une petite association environnementale. Cela me donnait accès à leur matériel, à leur laboratoire. C'était tout ce dont j'avais besoin. La journée, je travaillais pour eux. Et la nuit, je travaillais pour moi. Pour mon projet. Pour survivre, je faisais des petits boulots de traduction en freelance. Anglais-français, jusqu'à 2 heures du matin. Je traduisais des manuels techniques, des articles ennuyeux, tout ce qui pouvait payer la prochaine facture d'électricité. Mon régime alimentaire était simple, des pâtes. Des pâtes premier prix. Et des baguettes de la veille, que la boulangerie vendait à moitié prix avant de fermer. J'ai perdu du poids. J'avais des cernes permanents. Je vivais comme un fantôme au milieu de la ville la plus glamour du monde. Je voyais des gens de mon âge rire aux terrasses des cafés, portant de beaux vêtements. Je baissais les yeux et je pressais le pas, retournant à ma chambre de 9 mètres carrés. L'humiliation de ce dîner était encore vive. Mais elle se transformait. Elle devenait du carburant. Je travaillais avec une obsession malsaine. 18 heures par jour. 20 heures. Je travaillais pour ne pas penser. Pour ne pas ressentir le froid, la faim, la solitude. Je n'avais pas de vie sociale. Pas d'amis. Je parlais à peine. Mon seul compagnon était mon ordinateur. Les lignes de code étaient mon refuge. Parfois, c'était trop. Je me souviens d'une nuit, il était 3 heures du matin. J'essayais de corriger un bug dans mon algorithme de capteur. Un bug stupide. Et je n'y arrivais pas. Le code ne fonctionnait pas. Je me suis mise à pleurer. Je me suis assise sur le sol froid de ma chambre et j'ai pleuré silencieusement. Mais ce n'était pas le code que je pleurais. C'était moi. C'était la solitude. C'était le visage de ma mère me traitant de ratée. C'était la porte de ma tante se fermant. Je me sentais si petite. Si pathétique. Je me suis laissée pleurer pendant 10 minutes. Puis je me suis levée. J'ai essuyé mes larmes. Je me suis fait un café instantané avec l'eau de l'évier. Et je me suis remise au travail. J'ai trouvé le bug à 5 heures du matin. Cette petite victoire, dans cette chambre minuscule, m'a donné plus de force que tous les compliments que ma mère avait jamais faits à Mathilde. Je ne savais pas combien de temps j'allais tenir. Chaque jour était une lutte pour la survie. Mais chaque ligne de code écrite était un pas de plus, loin de la personne qu'il pensait que j'étais. Je vivais comme un fantôme au cœur de Paris. Je pensais que je construisais mon rêve, mais j'ignorais qu'un autre cauchemar m'attendait. 6 mois ont passé dans ce rythme infernal. Mon projet, que j'avais baptisé Sentinel Tech, prenait forme. Mon algorithme devenait plus intelligent, plus précis. Mais j'avais besoin d'aide. J'avais besoin de matériel. Je me suis inscrite à une petite conférence sur les technologies vertes. C'était gratuit, mais il fallait s'inscrire des mois à l'avance. J'y suis allée dans mes seuls vêtements corrects. J'étais nerveuse. Je me sentais comme une imposture. Pendant une pause, une voix m'a appelée. Adèle? Adèle Durand? Je me suis retournée. C'était le professeur Bernard, un de mes anciens professeurs d'université. Un homme brillant, passionné par l'écologie. Professeur? Vous vous souvenez de moi? Bien sûr, dit-il chaleureusement.
Vos travaux sur les capteurs étaient fascinants. Qu'est-ce que vous devenez? Avec une boule dans la gorge, je lui ai parlé. Pas de ma famille. Pas de ma chambre de 9 mètres carrés. Je lui ai parlé de Sentinel Tech. Plus je parlais, plus ses yeux s'illuminaient. À la fin, il est resté silencieux un instant. Adèle, ce que vous avez là, c'est révolutionnaire. Mais vous ne pouvez pas faire ça toute seule. Vous avez besoin d'un partenaire pour le matériel. Il a sorti une carte de visite. Appelez ce gars Damien Laroche. C'est un jeune ingénieur en matériel, aussi brillant que vous. Dites-lui que je vous envoie. J'ai rencontré Damien la semaine suivante dans un petit café. Il était vif, rapide, et il a immédiatement compris ma vision. Pour la première fois depuis la mort de mon père, quelqu'un comprenait mon langage. Nous avons commencé à travailler ensemble. Il avait un petit atelier. Je passais mes nuits là-bas, intégrant mon logiciel à ses prototypes de capteurs. C'était grisant. Nous étions une équipe. Et, je dois l'admettre, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Il était le premier homme depuis des années qui me regardait avec admiration, qui respectait mon intelligence. Il me faisait rire. J'ai commencé à baisser ma garde. J'ai commencé à lui faire confiance. Je lui ai donné accès à tout. Mes algorithmes principaux. Mes notes de recherche. Mon noyau. Pendant quelques mois, j'ai cru que j'avais enfin trouvé un allié. Que les choses tournaient. Quelle idiote. J'ai commencé à remarquer des choses étranges. Damien prenait des appels dehors. Il devenait vague sur ses rendez-vous. Un soir, il a oublié de fermer sa session d'email sur l'ordinateur du laboratoire. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Mais une intuition me rongeait. J'ai regardé. Mon cœur s'est arrêté. Il y avait un dossier intitulé « Pitch, Horizon Corp ». Horizon Corp était un géant de la technologie. J'ai ouvert l'email. C'était un pitch complet. Mon pitch. Mes idées. Mon code. Avec son nom dessus. Et le pire, il y avait un email à un directeur d'Horizon, où il parlait de moi. Oui, je travaille avec une assistante technique sur ce projet. Elle est douée, mais un peu instable émotionnellement. Je gère tout le développement stratégique. Instable émotionnellement. Les mots de ma mère. Cette trahison était pire que celle de ma famille. Ma famille ne m'avait jamais cru. Damien, lui, m'avait cru, puis m'avait poignardé dans le dos pour voler mon âme. J'ai failli vomir. Mais je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. La colère froide est revenue. Plus forte. J'ai regardé la date du pitch. C'était dans 2 jours. Je n'ai rien dit. J'ai fait comme si de rien n'était. Et pendant les 48 heures suivantes, je n'ai pas dormi. J'ai travaillé. J'ai pris mon algorithme de base et je l'ai amélioré. J'ai implémenté une nouvelle fonctionnalité, une mise à jour majeure que je gardais en réserve. Une fonctionnalité qui rendait sa version volée, obsolète. Le jour du pitch, je me suis habillé. J'ai mis le seul blazer correct que je possédais. Je me suis présenté à l'accueil d'Horizon Corporation, je suis Adèle Durand. J'ai rendez-vous avec la directrice, Isabelle Mercier. C'est au sujet du pitch Sentinel. La réceptionniste, confuse, m'a laissé entrer. Je suis entré dans la salle de conférence au moment où Damien terminait sa présentation. Il était brillant. Confiant. Quand il m'a vu, il est devenu blême. Adèle? Qu'est-ce que tu... Merci, Damien, dit la directrice, Isabelle. C'est impressionnant. Je me suis avancée. Pardon de vous interrompre. Je suis Adèle Durand. La créatrice de l'algorithme Sentinel. Damien a commencé à bégayer. Elle est juste mon assistante. Je me suis tournée vers lui. Damien, excellente présentation. Vraiment. Mais pouvez-vous nous parler un peu de l'algorithme de prédiction adaptative? Disons, à la ligne 408 de votre code. Comment gère-t-il les faux positifs en cas de pic d'humidité? Il m'a regardé, les yeux vides. Il n'en avait aucune idée.
C'était la partie la plus complexe. Je me suis tournée vers Isabelle Mercier. J'ai sorti ma clé USB. Peut-être parlez-vous de cette version? J'ai branché ma clé. J'ai lancé ma simulation. La nouvelle. La version 2.0. Celle-ci, dis-je calmement, corrige non seulement le problème d'humidité, mais elle apprend en temps réel. La version que Monsieur Laroche vous a présentée, elle est déjà obsolète. La salle était silencieuse. Isabelle Mercier m'a regardé. Puis elle a regardé Damien. Son visage était de glace. Monsieur Laroche, merci. Nous n'avons plus besoin de vous. Votre badge sera désactivé à la sortie. Il a bégayé, a attrapé ses affaires. Mademoiselle Durand, dit Isabelle. Restez. S'il vous plaît. Damien est sorti de la salle, le visage blême. J'avais gagné. Mais j'avais aussi appris une leçon vitale. Et ironiquement, cette leçon m'avait préparé pour la bataille suivante. Je me suis assise en face d'Isabelle Mercier. C'était une femme d'une 50aine d'années, au regard d'acier. Elle n'avait pas l'air impressionnée. Elle avait l'air analytique. C'était une manœuvre risquée, mademoiselle Durand, dit-elle. C'était la seule possible, ai-je répondu, en essayant de contrôler le tremblement de mes mains. J'aime votre technologie, dit-elle. J'aime votre cran. Horizon Corp est prêt à investir. Mais avant cela, nous avons une procédure de due diligence. Une vérification standard. Mon cœur s'est emballé. Bien sûr. Je fournirai tout ce dont vous avez besoin. Nous allons vérifier vos antécédents, votre parcours, la routine. J'ai hoché la tête, essayant de paraître professionnel, mais j'étais terrifié. Mon parcours récent, c'était une chambre de 9 mètres carrés et des pâtes. Une semaine plus tard, Isabelle m'a convoqué. Son visage était fermé. Adèle, j'ai un problème. J'ai senti le sol se dérober. Nous avons fait nos vérifications. Et j'ai reçu un appel, personnel. Au sujet de vous. Un appel? Oui. D'une certaine Sylvie Martin. Elle dit être votre tante. Mon sang s'est glacé. Tante Sylvie. Elle m'a dit, continua Isabelle, qu'elle s'inquiétait pour moi. Que j'investissais dans quelqu'un de psychologiquement instable. Que vous aviez toujours eu des problèmes. Que vous aviez été mise à la porte de votre propre famille à cause de votre comportement erratique. L'humiliation. Elle était de retour. Si intense que j'ai cru que j'allais être malade, là, sur son tapis de bureau coûteux. Ma tante. Elle avait non seulement refusé de m'aider, mais elle essayait activement de me détruire. Je tremblais. J'étais nue. Exposée. Est-ce vrai? M'a demandé Isabelle, son regard ne me lâchant pas. J'ai regardé cette femme puissante. J'aurais pu mentir. J'aurais pu pleurer. Mais j'ai respiré. Et j'ai choisi la vérité. La colère froide m'a aidé à tenir bon. C'est vrai que ma mère m'a mise à la porte, dis-je, ma voix étonnamment stable. Parce qu'elle ne comprenait pas mon travail et qu'elle avait honte de moi. C'est vrai que ma tante Sylvie m'a fermé la porte au nez le soir même, me forçant à dormir dans ma voiture. J'ai levé les yeux vers elle. Madame Mercier, mon instabilité, c'est de m'être battue seule pendant 1 an. C'est d'avoir vécu dans 9 mètres carrés pour financer ce rêve. C'est d'avoir travaillé 18 heures par jour pour que Sentinel Tech existe. Si cela fait de moi quelqu'un d'instable, alors oui, je le suis. J'ai ajouté, je n'ai pas le luxe d'être instable. Je n'ai pas de filet de sécurité. Je n'ai que ce projet. Un long silence s'est installé. Isabelle me fixait. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge sur son bureau. Finalement, elle a esquissé un très léger sourire. Je parie sur les fondateurs, pas sur leur famille, dit-elle. Elle a pris un stylo. L'investissement initial sera de 300 000 €. Faites-en quelque chose de grand. Je n'ai pas pleuré. Pas là. Je l'ai remercié. Ce n'est qu'une fois sortie de l'immeuble que mes jambes ont lâché. Je me suis assise sur un banc et j'ai respiré l'air pollué de Paris. 300 000 €. Ce n'était pas seulement de l'argent.
C'était ma liberté. C'était la validation. C'était les premières briques de mon avenir. Et ma tante Sylvie, dans sa tentative de me nuire, venait ironiquement de m'aider à les poser. Vous pensez peut-être que c'est là que l'histoire devient facile. Que c'est le montage hollywoodien où je deviens riche et célèbre. La réalité a été bien différente. Les 2 années qui ont suivi ont été, sans exagération, un enfer. Avec les 300 000 €, j'ai quitté ma chambre de bonne. Pas pour un loft. Pour un studio de 20 mètres carrés à peine mieux. J'ai loué un petit bureau, un open space bruyant dans un quartier d'affaires. J'ai embauché mes 3 premiers employés, 2 ingénieurs plus jeunes que moi et une commerciale qui semblait avoir plus confiance en mon produit que moi-même. Sentinel Tech était né. Et j'étais terrifiée. Je n'étais plus une codeuse solitaire. J'étais une PDG. Une patronne. Et je ne savais pas ce que je faisais. J'ai fait des erreurs. Des erreurs de débutant. J'ai mal géré la trésorerie. J'ai fait confiance aux mauvais fournisseurs. Nous avons développé les premiers capteurs industriels. Ils étaient bons. Mais personne ne voulait les acheter. La qualité de l'air? Ce n'est pas une priorité, mademoiselle Durand. Revenez quand vous aurez un produit qui économise de l'argent, m'a dit un directeur immobilier en riant. L'argent de l'investissement fondait comme neige au soleil. La pression était inimaginable. Je devais payer les salaires. Ces 3 personnes comptaient sur moi. Je ne dormais plus. Je vivais au bureau. L'odeur de café froid et de panique était notre parfum d'ambiance. Mes employés étaient incroyables. Ils y croyaient. Ils restaient tard, mangeaient des pizzas froides avec moi, déboguaient le système jusqu'à l'aube. Mais l'échec planait. Je me souviens d'un mois, 1 an après l'investissement, où nous étions à sec. Complètement. Nous étions à 2 jours de la paix, et le compte en banque affichait 500 €. J'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai pris ma vieille Renault Clio, oui, la même, et je l'ai gagée. J'ai obtenu 1 500 €. Assez pour couvrir le plus petit salaire. J'ai appelé Isabelle Mercier. Isabelle, je suis la cour. J'ai besoin d'une rallonge. Non, m'a-t-elle dit. Tu n'as pas atteint tes objectifs. C'est ça, le business. Prouve-moi que tu peux vendre. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai réuni mon équipe. Je ne peux pas vous payer ce mois-ci. Je comprendrai si vous partez. Mon ingénieur principal, Léo, m'a regardé. Tu nous paieras le mois prochain. On a un client potentiel à Lyon, non? Allons le chercher. Ils sont restés. Ils sont restés et ils ont travaillé sans salaire. Cette nuit-là, j'ai retravaillé notre pitch. J'ai arrêté de vendre de l'air pur. J'ai commencé à vendre des économies d'énergie. J'ai montré comment notre système, en optimisant la ventilation en temps réel, pouvait réduire la facture d'électricité d'un immeuble de 20%. C'était ça, le déclic. Le client de Lyon a signé. Un petit contrat. Puis un autre. Lentement, péniblement, nous avons commencé à remonter la pente. J'ai remboursé mes employés. J'ai récupéré ma voiture. J'avais changé. Je n'étais plus la rêveuse idéaliste. J'étais devenue dure. Pragmatique. Une chef d'entreprise. J'avais appris à négocier, à vendre, à virer des gens. J'avais 31 ans, mais je me sentais en avoir 50. L'obsession de l'échec, la voix de ma mère, était toujours là. Mais maintenant, elle me poussait en avant, elle ne me paralysait plus. Vous pensez peut-être que c'est une histoire de succès rapide. C'est faux. Ce furent 2 années de nuits blanches et de doutes constants. Si vous avez déjà dû vous battre pour quelque chose au point de tout sacrifier, vous comprenez ce que j'ai ressenti. Restez avec moi, car le véritable tournant, il arrive maintenant. Nous étions à bout de souffle, à 1 mois de la faillite. Et puis, l'appel qui allait tout changer est arrivé. L'appel est arrivé d'une chaîne d'hôtels de luxe. Ils avaient entendu parler de notre système d'économie d'énergie. Ils voulaient un test. Nous avons équipé leur hôtel phare à Paris. 1 mois plus tard, les résultats sont tombés.
Nous n'avions pas réduit leur facture de 20%. Nous l'avions réduite de 35%. Ils ont signé un contrat pour équiper tous leurs hôtels en Europe. C'était le contrat. Celui qui change tout. Du jour au lendemain, Sentinel Tech n'était plus une start-up survivante. Nous étions rentables. Explosivement rentables. Les investisseurs qui m'avaient ignoré se sont mis à m'appeler. Isabelle Mercier a réinvesti, avec un grand sourire cette fois. J'avais maintenant 32 ans. L'argent rentrait. J'aurais pu acheter un appartement de luxe dans le Triangle d'Or à Paris. J'aurais pu acheter des voitures de sport, des sacs à main. J'aurais pu devenir la personne que ma mère aurait enfin respectée. Mais l'idée me dégoûtait. J'ai fait autre chose. J'ai acheté un terrain. Pas à Paris. Dans la vallée de Chevreuse. Une belle région vallonnée, non loin du pôle technologique de Paris-Saclay, où je voulais installer notre nouveau siège social. Et sur ce terrain, j'ai construit quelque chose. Pas seulement une maison. J'ai construit un démonstrateur. J'ai investi des millions d'euros dans un bâtiment qui serait à la fois ma maison et le siège de Sentinel Tech. La villa était une merveille d'architecture moderne. Entièrement en verre, en acier et en bois durable. Mais l'extérieur n'était rien. L'intérieur était mon véritable chef-d'œuvre. La maison était 100% autonome en énergie, grâce à la géothermie et aux panneaux solaires invisibles. Et surtout, elle respirait. L'ensemble du bâtiment était géré par mon système Sentinel. L'air y était filtré, purifié, optimisé en temps réel. La qualité de l'air à l'intérieur était plus pure que celle d'une forêt de montagne. Ce n'était pas un achat pour l'apparat. C'était l'incarnation de ma technologie. C'était mon sanctuaire. Quand je suis rentrée pour la première fois, une fois les travaux finis, je me suis tenue dans le grand salon ouvert. Le silence était total. La lumière était parfaite. Et j'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment respirer. Je n'étais plus la fille de 9 mètres carrés. J'avais construit mon propre écosystème. Un lieu sûr. Je me réveillais chaque matin en regardant la vallée, je travaillais avec mon équipe dans les bureaux high-tech au rez-de-chaussée, et le soir, je m'asseyais sur mon toit-terrasse. J'avais enfin trouvé la paix. J'avais construit une forteresse. Un endroit où le passé toxique, où les voix de ma mère et de ma tante, ne pouvaient pas m'atteindre. Du moins, c'est ce que j'avais cru. J'étais dans ma bulle de succès et de tranquillité depuis presque 6 mois. Je n'avais eu aucun contact avec ma famille. Leur numéro était toujours bloqué. Pour moi, il n'existait plus. Pendant ce temps, la vie de ma sœur Mathilde avait continué. À 36 ans, elle était toujours la fille en or. Ses fiançailles avaient été célébrées en grande pompe, sans moi, évidemment. Son fiancé, Antoine, n'était pas n'importe qui. C'était un banquier d'affaires en vue, spécialisé dans les investissements en green tech. La technologie verte. Ironique, n'est-ce pas? Antoine était pragmatique, ambitieux, et il était obsédé par la nouvelle licorne française qui faisait la une des magazines financiers, Sentinel Tech. Il parlait sans cesse à Mathilde de cette start-up mystérieuse, de sa technologie de rupture, et surtout, de sa fondatrice insaisissable que personne ne semblait connaître. Une certaine Adèle Durand. Pour lui, Adèle Durand était un nom sur un dossier d'investissement, une cible. Il n'avait jamais fait le lien. Ma famille ne parlait jamais de moi. Pour leurs amis, j'étais la fille qui avait disparu. Un dimanche après-midi, Antoine a eu une idée. Chérie, dit-il à Mathilde, j'ai entendu dire que le siège de Sentinel Tech est une merveille architecturale. C'est dans la vallée de Chevreuse. Allons faire un tour, juste pour voir. Mathilde, qui préférait faire du shopping, a accepté à contre-cœur. Si tu veux, mon amour. Mais ça m'a l'air ennuyeux. Ils ont pris la Jaguar d'Antoine et ont roulé jusqu'à ma rue. Ils se sont arrêtés devant le grand portail moderne. Regarde-moi ça, chérie, s'est exclamé Antoine, les yeux brillants. C'est la villa Sentinelle. Elle est incroyable. Le génie qui a créé ça, c'est la prochaine grande star de la tech française. Je dois absolument rencontrer cette Adèle Durand.
Mathilde, agacée, regardait distraitement son téléphone. Puis elle a levé les yeux. Elle a vu le portail. Elle a vu le logo discret gravé dans la pierre, Sentinel Tech. Puis elle m'a vu. Par pure coïncidence, j'étais sur mon toit terrasse, en train d'inspecter un panneau solaire avec un ingénieur. Mathilde est restée figée. Son cerveau n'arrivait pas à connecter les points. L'image de sa sœur ratée et cette villa de plusieurs millions d'euros. Chérie? Ça va? A demandé Antoine. Elle ne l'entendait pas. Elle est sortie de la voiture, comme une somnambule. Elle a regardé le nom sur la boîte aux lettres. Ah, Durand. Elle m'a regardé à nouveau. J'étais trop loin pour la voir. Elle a commencé à trembler. Elle a attrapé son téléphone. Elle a composé le numéro de ma mère. Antoine, perplexe, l'a entendu hurler dans l'appareil. Maman. Maman, tu avais tort. Tu avais tellement tort. Sa voix était stridente. Folle. C'est elle. C'est Adèle. Je suis devant sa maison. Non, maman, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une maison. C'est un palais. Cette villa, elle vaut. Maman, c'est la sienne. Celle de ma sœur. Antoine l'a regardé, stupéfait. De quoi tu parles? C'est la maison d'Adèle Durand. Il s'est arrêté net. Adèle Durand? Ta sœur? Mathilde a lâché son téléphone. Elle me fixait, moi, sur le toit. Maman, a-t-elle murmuré, ce n'est pas une ratée. Le cri de ma sœur au téléphone n'était que le début. La bombe que ma mère avait posée 3 ans plus tôt venait enfin d'exploser. L'onde de choc a dû être immédiate. Je n'ai rien su de tout cela, bien sûr. J'ai continué ma journée. 3 jours plus tard, j'étais dans mon bureau, en pleine réunion stratégique avec mon équipe. Mon assistante est entrée, l'air embarrassée. Adèle, désolée de vous déranger. Il y a quelqu'un à la grille. Une femme. Elle dit qu'elle est votre mère. Mon cœur a raté un battement. Elle n'a pas rendez-vous. Elle pleure. Elle exige de vous voir. J'ai senti tous les regards de mon équipe sur moi. Dites-lui que je suis en réunion, ai-je dit, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Je l'ai fait. Elle ne veut pas partir. J'ai soupiré. Mettez-la sur l'interphone vidéo. Sur mon écran. J'ai fait un signe à mon équipe. 10 minutes de pause, s'il vous plaît. Ils sont sortis. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé. C'était elle. Florence. Ma mère. Elle avait l'air plus âgée. Ses cheveux blonds impeccables étaient en désordre. Son maquillage avait coulé. Elle pleurait. Vraiment. Adèle. Adèle, ma chérie, ouvre-moi. S'il te plaît. Je l'ai regardée, sans rien dire. Adèle, j'ai vu. Mathilde m'a tout dit. Ta maison, ton entreprise. Je ne savais pas. Oh, Adèle, je suis si fière de toi. Fière. Ce mot. Pendant une seconde, mon cœur s'est brisé. La petite fille de 10 ans en moi, celle qui avait toujours cherché son approbation, voulait courir. Elle voulait ouvrir la grille, la serrer dans ses bras, et lui dire, « Tu vois, maman? Tu vois? Je ne suis pas une ratée. » Mais l'Adèle de 32 ans est restée assise. L'Adèle qui avait dormi dans sa voiture. L'Adèle qui avait pleuré sur le sol de 9 mètres carrés. L'Adèle qui avait été poignardée dans le dos par Damien. L'Adèle qui avait failli faire faillite. Cette Adèle la savait. Elle n'était pas fière de moi. Elle n'était pas fière de mon intelligence, de ma résilience, de mes nuits blanches. Elle était fière de la villa. Elle était fière des millions. Elle était fière de la réussite visible, celle dont elle pourrait enfin se vanter. J'ai appuyé sur le bouton du micro. Bonjour, maman. Ma voix était calme. Étrangement calme. Elle a sursauté. Adèle. Dieu merci. Ouvre-moi, ma chérie, parlons. Il n'y a rien à dire. Mais si.
Je suis désolée. J'ai eu tort. J'ai toujours su que tu étais brillante, Non, l'ai-je coupé. Tu ne l'as pas su. Tu m'as appelée une ratée. Tu m'as mise à la porte. Je ne le pensais pas. J'étais en colère. J'apprécie votre visite, maman, dis-je, repassant au vouvoiement. Mais il est trop tard. J'ai une réunion très importante. Bonne journée. Adèle. Non. Attends. Adèle. J'ai coupé l'écran. La salle est redevenue silencieuse. Je suis restée là, fixant l'écran noir. Et là, pour la première fois en 3 ans, depuis cette nuit dans ma voiture, je me suis assise à mon bureau luxueux, dans ma villa magnifique, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la petite fille que j'avais été. J'ai pleuré pour la mère que je n'avais jamais eue. Et j'ai pleuré de soulagement. Parce que j'étais enfin libre. Fermer cette porte était la chose la plus dure, et la plus juste, que j'ai jamais faite. Mais les conséquences de cet appel n'étaient pas terminées. Je ne l'ai pas chassée. Je l'ai juste laissée devant la grille. J'ai appris plus tard qu'elle était restée là 1 heure, avant de repartir, vaincue. Ce que j'avais déclenché en fermant cette porte était une réaction en chaîne. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans le petit monde de Saint-Germain-en-Laye. Florence Durand, qui avait déshérité sa fille, ratée, fille qui était en fait la fondatrice de la nouvelle pépite de la tech française. Florence Durand, qui avait été vue en larmes, suppliant devant la grille d'un palais moderne. Pour ce monde obsédé par l'apparence, ce n'était pas seulement cruel. C'était stupide. C'était une erreur de jugement impardonnable. Ma mère, dont toute la vie tournait autour du statut social, est devenue une paria. Ses amis l'évitaient. Les invitations se sont taries. Elle avait fait la seule chose que ce monde ne pardonne pas, elle avait misé sur le mauvais cheval. De manière publique et humiliante. Et puis, il y a eu Mathilde. Son fiancé, Antoine, le banquier d'affaires, n'était pas un sentimental. C'était un homme de chiffres. Il a fait ses propres recherches. Il a vu la valorisation de Sentinel Tech. Il a vu le génie derrière. Et il a vu l'aveuglement et la jalousie mesquine de sa fiancée, Mathilde. Il a réalisé une chose très simple, m'a-t-on dit. Il s'était fiancé à la mauvaise sœur. Mais plus que ça, il a été horrifié par la dynamique de cette famille. Il ne voulait pas de ce drame. Il a rompu les fiançailles. Mathilde a tout perdu d'un coup. Elle avait perdu son futur mari riche et puissant. Et ce n'était pas tout. J'ai appris par une ancienne connaissance que, sur les conseils de ma mère, elle avait investi la quasi-totalité de l'argent qu'elle avait, y compris la valeur de la maison familiale que ma mère lui avait donnée, dans une collection d'art contemporain très spéculative. Le marché s'est retourné. Elle était ruinée. Elle avait 36 ans. Elle se retrouvait célibataire, sans argent, et avec une mère socialement détruite. La maison familiale qu'elle avait gagnée était maintenant hypothéquée pour couvrir ses dettes d'investissement. Ma tante Sylvie? Elle s'est juste évaporée. Quand j'ai appris qu'elle avait essayé de me nuire auprès d'Isabelle, j'ai fait en sorte que l'histoire soit connue. Elle a perdu sa place dans les comités de charité où elle aimait en parader. Elles n'ont pas été punies par moi. Je n'ai pas levé le petit doigt. Elles ont été punies par leur propre choix. Par leur propre cupidité, leur propre aveuglement. Elles avaient tout misé sur les apparences. Et quand la vérité est apparue, leur monde en carton-pâte s'est effondré. Quant à moi, j'avais une entreprise à diriger. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Mon bureau n'est plus au rez-de-chaussée de la villa. Sentinel Tech a explosé. Nous avons un nouveau siège social, un bâtiment écologique magnifique près de Saclay. J'ai une équipe de 20 personnes. 20 ingénieurs, commerciaux, designers brillants. Ce matin, nous étions en réunion. Nous venions de signer notre plus gros contrat à ce jour, équiper tous les nouveaux bâtiments gouvernementaux allemands. Nous avons ouvert une bouteille de champagne, du bon, cette fois, à 10 heures du matin. En regardant mon équipe rire, débattre, fêter notre succès collectif, j'ai ressenti quelque chose. Je les regardais Léo, qui était resté quand je ne pouvais pas le payer, Sarah, ma directrice commerciale, qui avait plus de cran que n'importe qui.
J'ai réalisé que je ne travaillais plus pour prouver quelque chose. L'ombre de ma mère s'était enfin dissipée. Je ne travaillais plus pour lui montrer qu'elle avait tort. Je travaillais parce que j'aimais ça. Je travaillais parce que je créais quelque chose d'important. Et je travaillais pour ces gens. Ces gens qui avaient cru en moi quand je n'étais rien. J'avais trouvé ma vraie famille. Après la réunion, je suis retournée seule à la villa, qui est redevenue mon sanctuaire privé. Je suis montée sur le toit terrasse. Le soleil se couchait sur la vallée. C'était calme. Debout, là, respirant l'air pur que ma propre technologie avait créé, j'ai compris une chose. Parfois, la vie vous brise. Elle vous met à genoux. Elle vous enlève tout ce que vous pensiez être important. Et c'est seulement dans ce vide que vous trouvez l'espace pour construire qui vous êtes vraiment. Ma mère et ma sœur? Je ne leur ai jamais reparlé. Je n'ai pas de haine. Je n'ai plus rien. Elles sont juste des étrangères. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de renaissance. C'est la preuve que votre valeur n'est pas définie par ceux qui refusent de la voir. Votre valeur est définie par ce que vous construisez, jour après jour, dans l'ombre, quand personne ne regarde. Parfois, il faut abandonner la famille qui vous a donné naissance pour trouver la famille à laquelle vous appartenez. Si vous aussi, vous avez une histoire où vous avez dû surmonter l'adversité pour trouver votre propre chemin, partagez-la dans les commentaires. Vos histoires comptent. Nous ne sommes pas seuls. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires.